quatrième épisode cette fois-ci. Alors vous avez vu, j'ai pris une jolie veste hein, parce que l'épisode est consacré au grand siècle, hein, Louis XIV. Et donc je vais d'abord, comme d'habitude, répondre à quelques questions. Alors on m'a dit, oui, souvent les livres que vous évoquez, que tu évoques, ne sont pas directement les sources hein, du livre ensuite de romans historiques comme celui-ci. Hein, voilà. Mais en fait, moi j'ai fait le choix plutôt de rechercher les sources les plus judicieuses à mon sens. Hein. Donc c'est pour ça que c'est pas toujours la source du romancier lui-même, parce que bon, entre-temps, depuis que le roman a apparu, d'autres sources plus intéressantes ont pu apparaître. Voilà, c'est le cas là, de toute manière. Voilà, ça c'est ma réponse à cette question. Ensuite, on m'a dit, tu as tendance à ânonner, tu lis comme un cochon un peu. C'est pas faux. Pour illustrer ça, je vais vous réciter un poème. Je vais vous réciter un poème de Charles Baudelaire, ça s'appelle Élévation, hein, c'est tiré des Fleurs du Mal. Par-dessus les étangs, par-dessus les vallées, les montagnes, les bois, les nuages, les mers, par-delà le soleil, par-delà les éthers, par-delà les confins, les sphères étoilées, mon esprit, tu te meus avec agilité et, comme un bon nageur, tu te pâmes dans l'onde. Tu sillonnes gaiement l'immensité profonde avec une indicible et mâle volupté. Envole-toi loin de ces miasmes morbides, va te purifier dans l'air supérieur et bois comme une pure et divine liqueur le feu clair qui remplit les espaces limpides. Derrière les soucis et les vastes chagrins qui chargent de leur poids l'existence brumeuse, heureux celui qui peut d'une aile vigoureuse s'élancer vers les champs lumineux et sereins. Celui dont les idées, comme des alouettes, vers le ciel, le matin, prennent un libre essor, qui plane sur la vie et comprend, sans effort, le langage des fleurs et des choses muettes. Vous voyez, alors là c'est plus fluide, parce que tout simplement, ça vient de ma mémoire. Et pour tout vous dire, je suis dyslexique. Alors ça a été soigné, hein, et c'est pour ça que lorsque je suis un peu fatigué, ça annonce un petit peu. Voilà. Donc je vais vous demander d'être un peu complaisant. Alors comme disait Claudel, la complaisance, il y a des maisons pour ça, enfin, il n'était pas beaucoup. Et puis moi je vais faire des efforts hein, pour que ce soit un peu plus fluide lorsque je lis. Voilà, ceci dit, la dyslexie c'est un côté pratique pour faire des jeux de mots, pour dire des bêtises, etc. Et puis aussi, surtout, c'est un événement de ma vie entre 10 et 14 ans, parce que c'est là que ma cure a eu lieu, qui a eu un grand rôle, je pense, sur mon côté imaginatif. Vous voyez, par exemple, lorsque ça a été détecté, j'avais 10 ans donc, et j'allais au début avec ma maman, hein, parce qu'on habitait Fontenay-aux-Roses avec mes parents, et donc on prenait l'autobus. C'était des autobus avec une galerie là, comment ça s'appelle déjà, je vais me noter, une plateforme, voilà, c'était des autobus à plateforme, donc ça ressemblait aux autobus qui partaient de Paris pour aller à la bataille de la Marne. Donc dans l'imagination, j'avais l'impression d'être dans les taxis de la Marne ou les autobus. Après j'ai appris que c'était un peu les mêmes autobus qui avaient transporté ces pauvres juifs au Veldiv. Enfin bon, ça à l'époque je ne savais pas. Et donc on arrivait à Port d'Orléans. Je crois qu'on changeait. Ensuite on montait le boulevard du général Leclerc. C'est l'histoire encore, le général Leclerc. Hein. D'ailleurs, ma maman, qui est née en 1920, a connu tout ça, hein, bien sûr. Hein. En 1944, elle avait 24 ans. Hein. Voilà. Et elle était à Paris. Voilà. Ensuite, on arrivait donc place d'Alésia, voilà, César, etc. Donc tout ça rentre un peu hein, dans cet imaginatif naissant. Ensuite, on prenait donc la rue d'Alésia, hein, je crois, hein, moi ce ne fut une rue parallèle, je ne me souviens plus. Et on arrivait à des jardins d'artistes. Donc je me souviens, c'était un genre d'immeuble haussmannien,
on sonnait. Là, il y avait une concierge, on sonnait sur un bouton électrique à l'époque, hein, et la concierge ouvrait, nous regardait d'un air suspicieux. Au bout d'un certain nombre de semaines, elle faisait le lien entre notre passage et puis les consultations de l'orthophoniste, hein, voilà. Et donc on rentrait dans un grand hall, on repoussait une autre porte, et là, bouf, on tombait dans un jardin calme avec des oiseaux, des fleurs. C'était un écrin, un paradis au milieu de Paris. C'était étonnant. Donc c'était très propice à la rêverie. Et ensuite, on arrivait donc à des ateliers d'artistes qui avaient été rachetés par cet orthophoniste. Et donc, avec toute la verrière et tout le décor qu'on pouvait voir extérieur, on était vraiment dans un jardin un peu extraordinaire. Et puis moi, je rêvassais quand j'attendais donc ma séance, avant qu'une jeune fille, un jeune homme avant moi, fasse sa cure. Donc je me souviens, cette dame, elle avait un accent grec. Donc c'était très pratique pour poser les syllabes, hein, avec elle avait des R qui roulaient, etc. Je ne sais pas imiter l'accent grec, mais dans mon esprit, ça avait beaucoup de charme. C'était également imaginatif. Voilà, donc ça a joué un rôle dans mon côté imaginaire pour écrire ce genre de choses. Et puis, donc je me souviens, cette dame, une des dernières séances, elle m'a dit surtout, dans votre vie par la suite, lisez tout le temps. Ça posera, bien entendu, votre capacité à passer donc de votre esprit à la parole, c'est-à-dire lire et parler en même temps, ce qui est plus difficile que de se souvenir de quelque chose et d'en parler. Oui, voilà. Donc ça se sent bien, c'est pour justifier tout ça. Mais ça forge une personnalité, si vous voulez. Voilà, bon, on va arrêter de parler de moi. Maintenant, on va parler donc du grand siècle et d'une période, enfin d'un genre un peu particulier. Donc là, il s'agit un peu des Malouins surtout, hein, vous voyez. Donc moi j'ai pris comme exemple pour le livre d'histoire, il ne faut pas que le tombe, voilà. Le livre, tu ne vas pas tomber toi. Le livre d'histoire, Les Bretons et Louis XIV de Jean-Yves Barzic. Voilà, donc c'est un breton, un Barzic, hein, ça veut dire le petit barde en breton. Et donc je vais vous lire avec mes petites lunettes et je vais essayer de faire un effort pour ne pas amener. Et donc la pochette. La parution en novembre 1995 de l'Hermine et le Soleil retraçait la vie quotidienne, je me suis trompé de lunettes, ça n'aide pas, la vie quotidienne de 2 millions de Bretons contemporains de Louis XIV. Ils avaient à l'époque été remarqués par son exhaustivité. Alors ça c'est dur à dire. Afin de mener à bien cette véritable somme, Jean-Yves Barzic a inventorié une masse impressionnante de documents inédits, puisés dans les fonds d'archives et la bibliothèque de 5 départements, ainsi que dans les archives de la Bibliothèque nationale, des archives nationales et celles de la Marine. Grâce à cette nouvelle édition augmentée, le lecteur découvrira la vie réelle des Bretons au temps du roi Soleil et l'étonnant foisonnement de la société bretonne avec ses singularités propres, confronté aux mutations économiques et socio-culturelles de ce siècle charnière. Un siècle, en trompe-l'œil. L'essor remarquable de Saint-Malo et de Nantes cache en fait une réalité nettement moins reluisante. Rarement la politique du royaume aura été si dommageable pour la Bretagne. À la mort du roi, la Bretagne exsangue a perdu toutes ses illusions, mais s'éveille cependant aux mutations politiques et religieuses qui vont secouer le XVIIIe siècle. L'ouvrage comporte un chapitre sur la révolte des bonnets rouges de 1675, replacée dans le contexte économique, politique, culturel et religieux de la France de Louis XIV. L'auteur analyse les enjeux du soulèvement tout en éclairant certains aspects d'un jour nouveau. Les Bretons de Louis XIV se veut aussi l'album de famille absolument unique en son genre de tout un peuple. Le lecteur fera ainsi connaissance, à titre d'exemple, de Jean de la Lande-Magon, l'armateur malouin, Nicolas Ricard, le marchand quimpérois, Jean Bérengard, le recteur de Baudilis, Claude de Louette, l'évêque de Quimper, Guillaume Charrier, le prieur de Sainte-Croix de Quimperlé, Guillaume Lorel, le sculpteur, Jeanne le Dudoyer, la prostituée brestoise,
mais aussi de matelots, mutins, de paysans exploités, de pêcheurs de sardines et de morues, de paludiers, de tisserands, de mineurs de fonds, etc. Au total, quelques 400 personnages, pour la plupart tirés de l'anonymat des fonds d'archives. En outre, vous trouverez une iconographie inédite des index, etc. Alors, voilà. Donc je vais vous lire des petits passages qui illustrent bien, à mon sens, les qualités de ce livre. Donc page 140, il nous décrit les corsaires. Ça, c'est pour l'imaginaire, c'est extraordinaire, les corsaires. Donc on va voir ça, c'est les corsaires bretons, en l'occurrence. Alors, Ricard et Ferrières, c'est le personnage qui citait sur la pochette, ainsi qu'un certain Bigot, investissent donc, dès le mois de juin 1695, dans un premier armement. Ils ont jeté leur dévolu sur le Jean-François, une frégate affectée jusque-là au ravitaillement, au froment de munitions et faisant la navette entre Quimper et Brest. On le baptise l'Aventurier. Ricard choisit Grégoire Heuze, de la paroisse du Berguet, près de Bénodet, pour commander le navire. Durant les mois de juin et de juillet, Joubiou, le premier maître de prise, Castaignet, un Brestois promu au grade de lieutenant, et René Laennec, ancêtre de l'inventeur du stéthoscope, capitaine des volontaires, s'occupent des préparatifs. Le recrutement de l'équipage revient à Joubiou. Pendant 2 jours, le 21 mai et le 29 juin de cette même année 1695, il parcourt sans relâche le pays du Cap, de Boulogne à Audiat, vers la pointe du Rhin, de Pont-Croix à Douarnenez. Ils seront 50 à embarquer. Des Cornouaillais, des Léonards, mais aussi des gars du Nord, Dunkerque, de Guyenne, Bayonne, Saint-Jean-de-Luz, sans prendre des lousses, de Normandie, de Tréport, et même de Paris, équipage hétéroclite. Presque tous ont navigué pour leur compte, pour le roi ou un marchand. Ce sont de solides gaillards, habitués à la dure. Ils sont heureux. Traquer l'anglais et le flessingois, c'est quand même plus exaltant que de pêcher la morue ou convoyer du vin. L'expédition de l'aventurier durera 2 mois. Ricard a supervisé l'avitaillement du vaisseau. Il se fait remettre plusieurs listes de denrées, commande les seaux de cire rouge que l'on apposera sur les écoutilles de la prise, installe sur le navire un arsenal impressionnant que n'aurait pas dédaigné Duguay-Trouin. 40 fusils, 25 sabres, 21, bon, bref, 18 pistolets, 20 haches d'abordage, 365 livres de balles de plomb, 30 gargoussiers, 800 pierres à fusil, je pense, 4 canons avec les affûts, 36 grenades, 83 boulets de canon, 172 livres de mèche, 80 balles ramées, 78 livres de plomb en plaques, de la poudre, etc. Voilà, donc il nous montre qu'il y avait des corsaires aussi dans la région de Quimper. Hein. Je crois que je tourne la page, il y en a encore là. Toutefois, gardons-nous de conclusions hâtives. Au fond, la course n'est qu'une sorte de jeu. Tirer un mauvais numéro n'empêche pas de rejouer sa mise. C'est ce que fait Ricard. La vente du Success de Londres lui a rapporté au mois de juin 1695 que 1520 livres. Mais 3 mois plus tard, il tire 26 802 livres de l'adjudication de la Dame Marianne d'Amsterdam. Somme toute, la course ne semble pas trop mal réussir au Quimpérois. De 1690 à 1697, ce sont 34 navires mis en enchères, tant à Quimper qu'à Brest, pour une somme totale de 230 745 livres et un produit au net de 150 600 livres. Un peu plus de 60% de bénéfices, quand même, de bénéfices. Aucun autre commerce ne rapporte autant. Voilà. Donc ça nous donne une idée des tenants et aboutissants de la course. Ensuite, page 295, voyage à Mocha. Ça fait rêver, page 295. Ah oui, il y a le rapport de la course aussi. Bon, non, ça c'est fait. Excusez-moi. Page 295, voyage à Mocha. 295. Page 295. Je me suis trompé. C'est pas ça. Si. Ah non. C'est pas grave, on va voir une autre page parce que ça j'ai mal noté. Ensuite, il y a la révolte des bonnets rouges.
La révolte des bonnets rouges, page 526. 526, 526, 526. Page 526. Alors les bonnets rouges, hein, c'est lié à... C'est intéressant de voir ça, parce que c'est important dans l'imaginaire breton. Hein. Bah, les bonnets rouges, il y a quelques années, on y a eu droit encore. Hein. Ça ressemblait un peu aux émeutes des Gilets jaunes. Alors je dirais que les émeutes des Gilets jaunes ressemblent encore plus à celles de 1775, hein, des bonnets rouges. Voilà, enfin bref, je vais vous lire ça, c'est vachement intéressant. L'émeute, enfin c'est lié à une peur fiscale, hein, parce que les gens avaient peur que le tabac soit beaucoup plus taxé. Les tabacs à l'époque c'était important parce que c'était un petit peu comme le cat sur la mer Rouge, hein, au Yémen, c'est un coupe-faim quoi. Donc pour un pays où on crevait la dalle, on avait du mal à trouver à manger. En Bretagne à l'époque c'était comme ça. Il y avait des famines, hein. Et donc c'était un élément important le tabac. Donc je vous lis ça. L'émeute démarre en force. Dès l'aube de ce 6 juin, le dimanche de la Trinité, quelques 800 paysans en armes, accourus au tocsin de 30 paroisses environnantes, convergent sur le bourg de Briec. La plupart ignorent à cet instant ce que l'on attend exactement d'eux. Mais voici qu'un gaillard dressé au milieu du parvis de l'église, où ils sont rassemblés, prend la parole. C'est Alain le Moigne de Cosquer, en Briec, un laboureur taillé en Hercule, caporal de la trêve de Trévinel. Le grand Moigne, comme on le surnomme, non sans un certain respect craintif, c'est une tête brûlée. Le bruit court qu'il aurait trempé, voici 4 ans, dans l'assassinat, le soir du pardon de la chapelle de Goresker, des deux frères Kefelec. Ce matin-là, au sortir de la messe, brandissant un pistolet et son fusil, il harangue la troupe. « Allons mettre le feu dans le manoir de Kéranstréat, à la Boxière. Prenons-lui ses armes, la coste et la garenne jouant. Ils sont déjà qui ont apporté la gabelle. Et le recteur marchera avec nous. » À ses côtés, Laurent Lequéo, meunier au village de Koskiriou, en Kéménéven, Germain Balbous, métayer à Trémarec, caporal de la Trêve. Trémarec, hein, c'est évoqué dans mon livre, hein, c'est un Landudal. De Landudal, c'est marqué. Nicolas Keraedan, du manoir de Kinigou. La Warner, le tisserand, le mousquet à la main, la mine farouche, il se jette sur le presbytère et s'empare des deux recteurs de Briec et d'Ederne, tranquillement attablés, après qu'ils aient dit la messe. Leurs paroissiens les poussent tremblants de peur sur le chemin menant au manoir. Parvenus sur les lieux, l'absence de Kéranstréat et de ses hôtes met le Moigne dans une rage folle. Il réclame du pain, du vin à la gouvernante. Un tonneau est mis en Perse dans la cour. On s'enivre, sans retenue. Le Moigne se contient plus. Si le grand diable de Gableur n'y est pas, s'écrie-t-il, voyons si les petits diables y sont. Et après avoir incendié la grange plein de fois, il fiche le feu au logis, et croyant apercevoir une silhouette à la fenêtre du cabinet, il tire un coup de fusil. La pauvre femme le supplie à genoux, lui offre de l'argent. Le Moigne la repousse à coups de pied, bien qu'elle soit enceinte. Plus tard, il amuse la galerie au Café du Bourg, où il est venu acheter. Si vous avez froid, allez donc vous réchauffer chez Kéranstréat, à la Boxière. Il y a un bon feu. Mais vous serez pendu, s'écrient deux femmes épouvantées. Ou fouettez, s'éclame-t-il en riant, le Moigne. C'est encore rien que cela. Nous allons brûler le presbytère et la maison de Calvé, qui cache du vin de Gabelle. Voilà, donc je vais vous... C'est une révolte folle, quoi, hein, qui finira très très mal. Hein. Il y aura des dizaines et dizaines de pendus. Les clochers de plusieurs villages seront rasés. Hein, et il faudra attendre de nombreuses décennies avant qu'ils puissent être reconstruits. Hein. Voilà, donc c'est une révolte qui a marqué beaucoup les Bretons. Donc revenons à notre idée de navigateur. Alors, je ne sais plus où j'ai mis cette histoire de Moka, je vais essayer de vous en lire un petit morceau.
Voilà, donc je vous ai trouvé un petit passage intéressant parce que c'est le voyage à Mocha. Donc nos amis bretons, souvent, surtout les Malouins, allaient dans ces régions. Alors c'est l'Orient là, hein, donc c'est le rêve. Et donc je vous explique ça. Enfin je vous lis ça. C'est pas moi qui l'explique, hein, c'est monsieur Jean-Yves Barzic. Le voyage à Mocha. Une fois délivrés du pesant monopole de la Compagnie des Indes, les brasseurs d'affaires malouins, soutenus par l'argent des publicains, ont les coudées franches pour investir de nouveaux marchés. Tout en multipliant les expéditions interlopes aux Indes espagnoles, ils sont quelques-uns à tourner leur regard vers cette péninsule arabique qu'ils connaissent assez peu, si riche pourtant de sa propre production caféière. Ici encore, les Hollandais avaient pris les devants. Dès le début du siècle, leurs navires, plutôt que de cingler en droite ligne vers leurs possessions indonésiennes, longeaient la côte orientale de l'Afrique et faisaient escale à Mocha, port d'expédition du Coffea arabica, cultivé dans l'arrière-pays yéménite. Ce n'est qu'un peu plus tard, vers 1658, qu'ils les transplanteront à Ceylan, avant d'en étendre la culture à toute l'insule Inde et de la commercialiser en Europe. Alors effectivement, les Arabes ont essayé de conserver le secret du café. Ce n'est que petit à petit qu'ils ont réussi à voler des plants, en fait, nos amis hollandais. À ce long périple, les Français préféraient les marchés plus proches du Levant, notamment les commissionnaires marseillais installés à Alexandrie, pôle d'attraction des marchands caravaniers yéménites et éthiopiens. Le café n'est donc pas un inconnu dans cette Europe si prompte à traduire ses expériences exotiques en termes d'échange. Mais au contraire du sucre, du thé, voire du chocolat, sa consommation se heurte encore à bien d'étonnants préjugés. On le considère en effet comme une plante médicinale dont les vertus ne font guère l'unanimité. Si les Arabes le décrivent comme un antidote aux maladies respiratoires, lui prête des qualités diurétiques et laxatives, le conseillant comme remède contre la variole. Certains auteurs européens l'accusent d'étouffer les sens et de prédisposer à la chasteté, ce qui en fit, paraît-il, la boisson obligée des monastères et des couvents. Mais qu'on se garde bien de le mêler au lait, car cela donne la lèpre. Des prêtres de l'entourage de Clément VIII virent même dans ce noir liquide une invention de Satan, ce qui fit bien rire le pape. Voilà, donc tous les livres est comme ça, c'est plein de détails, c'est très riche pour un romancier. Voilà. Donc là, c'était donc le document que je vous conseille. Hein. Donc ça se trouve aux éditions Joran Ambanner. Alors en Banner en breton, ça veut dire donc éditeur. Et donc c'est une petite édition qui se trouve à Fouesnant, hein, dans le Finistère. Mais ça se trouve en librairie, il faut le commander, quoi. Vous pouvez essayer sur internet aussi. Hein. Mais c'est vraiment un bel ouvrage qui est assez récent, hein. Ça doit être de 2021 ou 2018, hein. C'est pas vieux quand même. Voilà. Donc les Bretons et Louis XIV de Jean-Yves Barzic. Très bon. Ensuite, j'ai pris comme illustration, c'est Monsieur de Saint-Malo, hein, de Bernard Signaud. Alors c'est plus ancien, hein, c'est du XXe siècle. C'est une série, hein, donc il a écrit c'est Monsieur de Saint-Malo, Le Tour des Carbec et Rendez-vous à la Malouinière. C'est lui qui a écrit tout ça, et son fils, après son décès, a continué, hein, je crois. Donc ça, vous cherchez si vous aimez bien cette série, quoi, hein. Mais les deux premiers sont magnifiques, le troisième est bien aussi, hein, voilà. Et je vais vous lire donc la pochette. Seul de tous les petits commerçants de Saint-Malo, Mathieu Carbec, dont les grands-parents vendaient naguère de la chandelle, a eu l'audace d'acheter 3 actions de la Compagnie des Indes orientales que vient de fonder Colbert. On l'a évoqué juste avant. Ce sera le point de départ d'une grande saga familiale au moment où la bourgeoisie maritime se rue à la conquête des piastres, des charges et des titres nobiliaires. Négociants, armateurs, corsaires ou négriers, les Carbères, parmi tant d'autres, se lanceront sur toutes les mers du globe, sans se soucier de savoir si leurs écus ou leurs fleurons sentent trop les épices ou la traite, la ruse ou la fraude.
Le rebondissement de multiples situations, le foisonnement de personnages où se détachent d'admirables portraits de femmes, la présence permanente de l'histoire font de ces messieurs de Saint-Malo un grand roman d'aventure et d'amour, qui est aussi un grand roman de société. Ouais, ça c'est vrai, ça, vous le lirez, vous verrez. Hein. Voilà, voilà. Donc, je vous dis quelques mots de l'auteur. Alors, Bernard Simiot, après des études classiques à la Sorbonne, s'est consacré à la réalité historique de son temps. Grand reporter, hein, c'est un journaliste. Il a parcouru 4 continents. Parallèlement, Bernard Simiot a publié plusieurs ouvrages dans lesquels il réconcilie le journalisme et l'histoire. Il cite un certain nombre d'ouvrages. Donc, on va plus s'intéresser à ce livre-là. Donc, je vais vous lire 2 petits passages rapides hein, pour essayer que ce ne soit pas trop long, mais la racontard. Donc, page 86, je vais vous emmener aux Indes. Hein, page 86. Donc c'est pareil, hein, c'est un ouvrage qui fait rêver, mais là c'est du roman. Alors Frédéric a donc, c'est le frère du Mathieu Carbec qui est évoqué ici. Alors Mathieu Carbec c'est un peu un épicier, alors que Frédéric, lui c'est un aventurier, c'est un tout autre personnage. Voilà. Frédéric ne fut donc pas surpris lorsque le 28 septembre 1671, donc on est en plein règne de Louis XIV, hein, une escadre de 6 vaisseaux de haut bord battant pavillon blanc, timbrés de fleurs de lys, apparut dans le golfe de Cambay et mouilla devant Surat. C'était la première expédition militaire de la France aux Indes. Le roi l'avait voulu magnifique, à son image, autant pour conforter la compagnie des Indes et donner à l'empereur moghol un témoignage de sa puissance, que pour disposer d'une flotte de guerre aux Indes dans le moment qu'il se déciderait à envahir la Hollande. Militaire, aux horizons peu lointains, le comte Blanquet de la Haye, ancien colonel du régiment de la Fère, s'en était vu confier le commandement avant même qu'il eût navigué une seule fois dans sa vie. En fait, c'est le problème du système aristocratique de l'époque. Hein. L'apparition de l'escadre française, toute voile dehors sur la rade cuirassée de soleil, avait ébloui les habitants de Surat. 3 mois plus tard, il demeurait encore frappé d'admiration devant la splendeur des navires illuminés, où le capitaine donnait chaque soir des fêtes et tirait le feu d'artifice. Tout le monde avait été enfin payé et les banians remboursés. Décidément, avait pensé Frédéric, le roi de France est le plus puissant monarque du monde, et ses vaisseaux sont les plus beaux. Aussi, apprenant que M. de la Haye allait bientôt quitter Surat pour explorer la côte de Coromandel, alors, afin d'y installer de nouveaux établissements de la compagnie, il s'était porté volontaire, sûr de retrouver là-bas des menuisiers adroits, des flambeurs aux mains dangereuses, parce que c'est un grand joueur, hein, Frédéric en question, des magiciens aux abracadabras impénétrables et des bayadères à 2 roupies. Ainsi s'était-il trouvé à bord d'un des navires de l'escadre française lorsque celle-ci jeta ses ancres devant San-Thomé, petite ville maritime située au sud de Madras, au moment où l'on apprenait que les armées de Louis XIV avaient franchi l'Orient. Voilà, donc les Indes, ça fait rêver. Dernier passage, donc c'est... là, on retourne à Saint-Malo, et les Anglais, à l'époque, tentent d'investir Saint-Malo. Donc ils prennent un brûlot et ils sacrifient un navire plein de poudre, et ils essaient de le mettre contre la ville, contre les murailles, pour créer une brèche. Donc la milice malouine va tenter de faire sauter avant le navire britannique pour sauver la ville. Voilà, donc c'est un exploit qui a eu lieu, hein, donc c'est inspiré de l'histoire, d'où l'intérêt des sources. Voilà, donc ces pages et de bonnes sources. 419. 419. Et ce sera le dernier passage. 419, bon ça vient, 419. 419, c'est ça. D'accord. Donc, pour éviter un chicot dangereux caché un mince filet d'eau, Jean-Marie fut tenté de donner un brusque coup de barre, parce qu'ils sont dans une barque hein, pour aller faire sauter le bateau, qui eût pu précipiter Roman de Quénon à la baille.
Roman de Quénon, c'est un noble, hein, qui a la préséance c'est un des personnages du livre, hein, un personnage important, qui a la préséance sur le héros principal, qui est Jean-Marie en fait. Hein, c'est pas Mathieu, c'est Jean-Marie, c'est le fils de Mathieu. Au dernier moment, il hésita, il renonça, redressa quand même brutalement la chaloupe. Imperturbable, l'autre, hein, Romain, ne broncha pas. La veille, la vieille admiration dont il ne pouvait se délivrer remonta au cœur de Jean-Marie. Ce bougre-là est plus amariné que moi. Les premiers boulets tirés par les galiotes furent trop longs, les autres trop courts. Il aurait fallu de fameux canonniers pour atteindre cette petite barque qui se balançait sur les rouleaux et disparaissait dans les creux, où elle embarquait d'énormes paquets d'eau. Elle fut cependant encadrée par une volée de ricochets qui la fit tournoyer sur elle-même comme une toupée avant que les rameurs puissent rétablir leur nage. Demeuré debout, durement giflé par la mer, Romain de Quénon donnait des ordres précis que Jean-Marie exécutait avec précision. « Change de cap là, encore un peu, comme ça !» Il s'adressa familièrement aux matelots. « Souquez fort les gars, ces barques-là n'ont pas de mortier mobile. Sortez vite de leur angle de tir, vous ne craignez plus rien. » Quand la chaloupe se présenta, derrière les galiotes, les matelots ne redoutaient plus les boulets, mais ils risquaient d'être pris sous un feu de mousqueterie. « N'ayez pas peur, les gars, leur cria Romain de Quénon. On n'attrape pas un bouchon qui danse sur la mer, etc. etc. Donc ils vont faire sauter le brûlot, hein, et c'est un exploit incroyable. Hein. Voilà, donc c'est pour vous donner goût à cette saga qui est vraiment très très bien écrit. C'est très agréable à lire. On a hâte ensuite de lire la suite, etc. Voilà. Donc je vous ai donné cette source, mais il y en a d'autres aussi, hein, j'imagine. Moi j'ai une source que j'aime bien pour Louis XIV, hein, c'est Jean-Christian Petit-Fils. Bon, je ne suis pas le seul à l'aimer, hein, c'est un superbe historien, il connaît très très bien son sujet. Ça vaut le coup de lire en plus, hein, quand on veut faire un roman historique. Donc à mon sens aussi son chef-d'œuvre, hein, c'est Louis XVI, hein, ça c'est magnifique, Louis XVI. Il faut absolument le lire quand on aime l'histoire. Il en a écrit d'autres, un peu plus sur l'Ancien Régime. Le Régent, c'est sublime, Le Régent aussi, hein, de Jean-Christian Petit-Fils. Il a écrit aussi Louis XV, alors je l'ai, je ne l'ai pas trouvé dans ma bibliothèque. Il faut lire aussi Jean-Noël Cornette, hein, c'est l'histoire de la Bretagne et des Bretons, hein, c'est un peu sur le même sujet, c'est très bien écrit également. Voilà, donc j'ai fini mon sujet. Pensez à lire aussi une sublime saga, Le Sabre de Damas, hein, c'est pas cher, 3,49 €. Je vous dis à la semaine prochaine, à très bientôt. Kenavo.